Alors quand on entend ce type de son, effectivement, on pense tout de suite à certains bruitages utilisés au cinéma dans les films de science-fiction, comme dans Star Wars par exemple. En réalité, ce qu'on entend est complètement naturel. Il s'agit de sons qui se propagent dans un lac gelé. Donc ça produit ces sonorités tout à fait étonnantes qui sont liées à la façon dont les fréquences sonores se propagent dans certains solides comme la glace. Audio-naturaliste, c'est la profession pour le moins originale qu'exerce Marc Namblard. Depuis des années, cet amoureux des sons du vivant parcourt le monde pour écouter la nature. Son métier, c'est de se focaliser sur les sons que l'on n'écoute pas ou que l'on n'écoute plus. Une passion qui le conduit à passer des heures seul en forêt, parfois de nuit. Au fil du temps, Marc Namblard a su apprivoiser ces bruits qui au départ nous font peur. Petit à petit, ils lui sont devenus familiers, presque rassurants. Comme si en s'immergeant au cœur du vivant, l'homme y retrouvait toute sa place et une forme d'harmonie avec la nature. Je suis Thomas Hoffnung et vous écoutez 6 pieds sur terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Alors on utilise souvent le terme de chasseur de son pour désigner cette activité. C'est un terme qui ne convient qu'à moitié, puisque la finalité, évidemment, n'est pas du tout la même que lorsqu'on chasse réellement. C'est-à-dire que nous essayons, évidemment, de faire en sorte de préserver l'intégrité des animaux qu'on enregistre. La finalité, c'est pas de les mettre à mort. Ceci étant dit, nous avons quelques points communs avec les chasseurs. Déjà notre accoutrement, parce qu'on est souvent habillés pareil, en vert, en camouflage. Et puis on se retrouve souvent sur les mêmes terrains. Mais voilà, la comparaison s'arrête là. Alors il y a plusieurs façons d'approcher son sujet. Il y a ce qu'on appelle l'approche directe. Ça consiste à s'approcher tout doucement d'un animal avec un micro, en essayant de ne pas le faire fuir. La deuxième technique consiste à repérer une zone d'affût, à s'installer, et puis à attendre que l'animal arrive. Et puis la dernière technique consiste à repérer une zone avec un beau potentiel, c'est-à-dire une zone qui est régulièrement fréquentée par des animaux, laisser du matériel tourner pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et puis ensuite récupérer le matériel et sélectionner les passages qui nous intéressent. Il faut beaucoup de patience, et puis il faut aussi savoir gérer ses frustrations, parce que c'est une activité qui est vraiment difficile. On vient d'entendre le chant d'un oiseau et donc il s'agit d'une grive que j'ai enregistrée au sud de l'Alaska, sur l'île de Kodiak, il y a quelques années. En fait, les oiseaux ne vivent pas dans la même temporalité que nous. Ce sont des animaux de petite taille et on sait aujourd'hui que les animaux de petite taille ont une perception beaucoup plus fine et détaillée des événements. Et donc, lorsque le son est ralenti, on peut avoir une petite idée de ce que l'oiseau perçoit réellement dans toutes les subtilités que notre oreille est bien incapable de percevoir lorsque ce son est joué en temps réel, quoi. Et puis, ce qui est saisissant aussi un peu dans cet exemple, c'est que parfois on a l'impression qu'on a non pas un chanteur, mais 2 chanteurs, un duo. Et ça révèle les prouesses absolument extraordinaires des oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux disposent d'un organe de chant qui s'appelle la syrinx, et qui leur permet de produire 2 sons
2 fréquences fondamentales en même temps, chose que nous, mammifères, nous sommes incapables de faire. Et en fait, des exemples comme ça, on en a beaucoup dans le monde des oiseaux. Seulement, eh bien, encore une fois, non seulement notre oreille et notre cerveau n'est pas adapté pour saisir toutes ces subtilités sonores, mais en plus, la plupart du temps, on ne prend même pas le temps de les écouter. L'audio-naturaliste, en fait, il a un parti pris. Son parti pris consiste à effectivement se focaliser sur les sons que la plupart des gens n'écoutent pas ou n'écoutent plus ou ne prennent plus le temps d'écouter. Ça se pratique en solitaire et parfois même, lorsqu'on est seul, on a l'impression d'être de trop. Donc on passe beaucoup de temps seul dans la nature, parfois de nuit, seul dans la forêt, la nuit par exemple. Et c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est complètement inimaginable de faire ce genre d'expérience. Et pourtant, ce sont des expériences très fortes. On me dit souvent, mais comment tu fais pour rester tout seul dans la forêt avec tous ces sangliers qui y a autour de toi? Mais les sangliers ne nous font aucun mal. Lorsqu'ils sentent notre présence, ils s'arrêtent, ils écoutent, ils sentent, et puis ils font demi-tour. Alors, je vous cacherai pas que lorsque j'ai commencé, il y a très longtemps, j'étais pas forcément rassuré, j'entendais des sons autour de moi qui me faisaient peur également. Et puis petit à petit, on s'approprie ces sons, on apprend à les connaître, et au bout d'un moment, on finit même par avoir la sensation qu'on n'est nulle part autant en sécurité que tout seul au milieu de la forêt, ce qui est mon cas aujourd'hui. Je pense que c'est autant une façon de s'extraire du monde, mais alors on va préciser du monde des humains, de s'en éloigner un petit peu pendant quelques instants, pendant quelques heures. Et d'un autre côté, c'est vraiment une façon d'être dans le monde, au cœur du monde, parce que c'est finalement la palpitation du monde qu'on essaye d'écouter et de capter, quoi. J'ai passé une dizaine de jours dans une réserve naturelle à la pointe sud de la Corse, près de Suerton. Et il s'agit du chant d'un crapaud. Bien souvent, les promeneurs, lorsqu'ils entendent ce son autour d'eux, ils pensent plutôt à un insecte ou à un oiseau, mais pas du tout à un crapaud, parce qu'ils sont imprégnés un petit peu d'idées reçues concernant ces animaux. On imagine que les amphibiens coassent et puis émettent des sons désagréables en permanence, mais en fait, c'est vraiment pas le cas. Je suis quelqu'un qui vit d'obsession. Je me rends souvent dans les mêmes lieux, que ce soit certains coins de forêt près de chez moi, des forêts très très sauvages, ou dans le sud des Alpes. Voilà, j'ai mes petits coins comme ça, où je vais régulièrement, où je me sens particulièrement bien. Et puis de temps en temps, je vais explorer évidemment d'autres lieux, d'autres horizons, d'autres continents. Il faut que ça soit de l'ordre de l'exception, quoi. Je passe mon temps à pester après les avions. Ça me paraît très contradictoire de passer mon temps dans les avions pour trouver de nouvelles zones à explorer, à écouter, et des zones silencieuses. Il y a un paradoxe que j'ai du mal à accepter. Pour bien écouter la nature, selon Marc Namblard, il faut d'abord savoir se mettre à son diapason, adopter son rythme et sa temporalité. En solitaire, en faisant preuve de patience et d'abnégation. Sans jamais être sûr du résultat, de ce qu'on va trouver au bout, mais avec parfois des moments d'exception. Comme cet après-midi-là, au cœur de la forêt guyanaise, quand tout à coup, la pluie arrive. J'ai le souvenir d'un moment absolument saisissant qui m'a coupé les jambes, littéralement, dans la forêt guyanaise, parce que c'est une forêt que je fréquente aussi depuis quelques années. C'était en fin de saison sèche, et pendant la saison sèche, les animaux sont beaucoup plus calmes. Ils attendent que le retour de la pluie. J'ai le souvenir d'une fin d'après-midi, après vraiment une chaleur épouvantable, une grosse averse qui arrive soudainement. Petit à petit, la rumeur de la forêt qui monte et qui grandit et
et qui prend une dimension absolument incroyable. C'est-à-dire que tous les animaux se sont mis à chanter, les insectes qui s'étaient tus, les cigales, les singes hurleurs, les oiseaux, les amphibiens, voilà, tout le peuple de la forêt s'est mis à chanter avec l'arrivée de la pluie. Et ce qui m'a absolument saisi, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une ambiance chaotique, loin de là. On avait vraiment le sentiment que tout était extrêmement orchestré, organisé, et que les animaux s'écoutaient les uns les autres. J'ai été complètement dépassé par cet événement. Je n'ai pu que m'asseoir et puis rien faire d'autre qu'écouter. J'ai certainement de multiples raisons de faire ce métier. C'est sans doute quelque part aussi un prétexte pour passer beaucoup de temps seul dans la nature parce que j'ai besoin de solitude. C'est aussi pour les émotions, souvent très fortes, inattendues. J'aurais beaucoup de mal à m'en passer maintenant. C'est une invitation à changer un petit peu de temporalité, c'est-à-dire de vivre autrement, d'avoir un rapport différent avec le temps. Lorsqu'on est dans la nature, en train d'écouter, on n'a plus du tout la même notion du temps. On vit avec la temporalité de la nature, en quelque sorte, et puis des animaux, on vit à leur rythme. Et donc ça, c'est une expérience tout à fait étonnante et qu'on devrait tous vivre à un moment ou à un autre. C'est une façon de se décentrer et effectivement de vivre autrement notre rapport au monde. S'abstraire du monde des humains pour être mieux présent au monde, pour en saisir la palpitation, c'est l'invitation que nous adresse Marc Namblard. Une invitation à s'immerger au cœur du vivant pour être mieux en phase avec lui et comprendre, tout simplement, que nous sommes une partie de ce vivant, mais une partie seulement. Vous venez d'écouter 6 Pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Houfnoung et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine série consacrée à une ressource primordiale, vitale, mais de plus en plus menacée, l'eau.